soir, nous vous amenons à la découverte du quotidien de Salif Diakité. C'est un jeune conducteur de Sotrama dont la journée commence depuis 4 heures. Une de nos équipes a suivi son quotidien pour ORTM 2. Aujourd'hui, 11 mai, les amateurs de reggae célèbrent l'anniversaire de la mort de l'icône jamaïcain Bob Marley. Une occasion saisie par notre rédaction pour parler de la musique reggae, mais aussi mettre la lumière sur 2 concepts, à savoir le Rasta et le Reggae Man. La myopie, l'hypermétropie, la cataracte, le glaucome sont les troubles visuels les plus fréquents actuellement au Mali. Sabine Keita nous parlera des causes, conséquences et traitements de ces pathologies dans cette édition. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Il s'agit des drones. Nombreux sont ceux qui les utilisent pour diverses activités comme la photographie, la vidéographie aérienne, la surveillance, l'agriculture de précision, pour ne citer que cela. Awa Sidibé s'est penché sur cet appareil afin de mieux le comprendre. Suivons. Ça, c'est un drone. Et ça, c'est le bruit que fait cet appareil volant en mouvement. Ce bruit caractéristique accompagne ses déplacements. Ces petits engins ressemblant à un avion a énormément gagné en popularité ces dernières années. Et cela, il le doit à sa polyvalence. Il se définit comme étant un aéronef télépiloté à distance, doté d'une intelligence artificielle, qui est aussi vu comme étant un aéronef en miniature, qui permet d'effectuer un certain nombre de missions, aussi bien dans le domaine civil et militaire. D'ailleurs, le terme drone n'est pas son nom en tant que tel, mais le terme drone est plutôt son surnom. Quand vous mettez tout de suite un drone en marche, il va faire un bruit qui ressemble un peu au bourdonnement de l'abeille mâle. C'est ce bourdonnement de l'abeille mâle qui est appelé en anglais the drone. Sinon, le nom officiel même du drone, c'est UAV, Unmanned Aerial Vehicle en anglais, qui signifie en français un objet volant sans humain à bord. Et le premier drone au monde a été officiellement lancé le 2 juillet 1917. Cet ingénieur concepteur de drone explique que l'intérieur de cet appareil est composé de plusieurs éléments. Ça, c'est l'intérieur d'un drone. Ici, vous avez ce qu'on appelle la carte de contrôle. Cette carte de contrôle, c'est le cerveau du drone. C'est sur cette carte-là qu'on incruste l'intelligence artificielle qui va faire fonctionner le drone. Vous avez également ce qu'on appelle la boîte noire, qu'on retrouve également dans les avions. Mais cette boîte noire a pour objectif de pouvoir enregistrer l'ensemble des missions que le drone sera appelé à effectuer. Et même en cas de crash, en cas de panne, c'est cette boîte noire qui sera interrogée pour savoir qu'est-ce qui a causé ce crash-là. Vous avez également ce qu'on appelle les capteurs intelligents. Ce sont ces capteurs intelligents-là qui recueillent des informations. Ça, c'est le GPS en couleur verte. Ça permet de savoir notre drone se trouve où actuellement. Il y a 2 catégories principales de drones, les drones militaires et civils. Ils se déclinent en 3 types selon leur environnement d'utilisation, aérien, sous-marin et terrestre. Pour les piloter, il existe 3 méthodes différentes. Soit vous le télépilotez avec un smartphone, ça peut être un téléphone ou une tablette. Mais là, la distance maximale à laquelle le drone peut vous donner des réponses, ça c'est 2 km. Quand vous le télépilotez avec sa propre radiocommande, là, ça peut aller jusqu'à 8 km. Mais quand ce sont les coordonnées GPS, ça peut aller jusqu'à 375 km. Il faut savoir que depuis 2016, le gouvernement malien, à travers un arrêté interministériel, a formellement interdit l'importation des drones. Mais malgré cela, il y a des drones qui viennent de l'étranger, qui sont commercialisés. À côté de là aussi, vous avez aujourd'hui des startups qui, eux, achètent certains composants des drones qui ne peuvent pas être fabriqués au Mali ici, pour maintenant venir l'adapter à des contextes, à des besoins. Selon notre interlocuteur, l'industrie des drones au Mali a connu un grand essor. Au début, beaucoup pensaient que ces engins étaient seulement utilisés dans le domaine du multimédia. Mais de nos jours, ils sont utilisés dans plusieurs domaines tels que la livraison de colis dans certaines régions, la surveillance et aussi dans l'agriculture, pour l'analyse structurelle des sols, pour savoir les caractéristiques, la composition du sol, savoir quelles sont les semences céréalières ou les plantes qui peuvent réussir ici et quel type d'engrais chimiques ou organiques peuvent réussir avec cela. Il y a aussi pour savoir quel est le niveau de stress hydrique, la quantité d'eau qu'il faut dans un champ ou quelle est la quantité d'engrais qu'il faut dans un champ également.
Dans le cadre militaire, pour savoir si sur la route, les militaires vont rencontrer à une certaine distance des mines ou des engins explosifs improvisés, ce sont ces capteurs également qui recueillent ces informations-là. Au Mali, actuellement, quand vous prenez la partie sahélienne de notre pays, les drones sont utilisés pour chercher de l'eau. Le drone est aussi utilisé aujourd'hui pour les levées topographiques, pour également la cartographie, mais aussi ce qu'on appelle la thermographie. Avoir des résultats à un temps record, avec précision et exactitude, c'est le but d'un drone. Une journée internationale lui est dédiée le 6 mai de chaque année, occasion de souligner l'importance de ces mini-aéronefs. Salif Diakité est un jeune conducteur de Sotrama. Il évolue dans ce domaine depuis plusieurs années. Il commence à travailler depuis 4 heures du matin sur l'axe Bamako-Kati. Pour mieux s'imprégner du quotidien de ces chauffeurs de Sotrama, notre équipe de reportage dirigée par Dala Traoré a suivi le jeune conducteur de Sotrama et ses apprentis chauffeurs le long du trajet Bamako-Kati Poste. Suivons. C'est plus précisément au trajet de Kati Poste que nous nous apprêtons à emprunter à bord de cette Sotrama. Au volant du véhicule en ce début de journée, un jeune conducteur, Salif Diakité, accompagné de 2 apprentis qui s'occupent de la clientèle. J'ai eu un penchant pour ce métier parce que mon père l'exerçait aussi. J'ai abandonné les études au profit de ces métiers. Quand on exerce ce genre de métier, il est difficile de faire de l'économie. C'est juste pour nourrir la famille. Ce métier était bénéfique autrefois, mais l'avènement des mototaxis et autres engins à 3 roues a eu une répercussion sur nos revenus journaliers. À quelques heures de route, la Sotrama s'immobilise à un arrêt habituel. Pas question de rater la moindre clientèle, car l'objectif ultime, c'est l'atteinte de la recette journalière fixée par les propriétaires du véhicule. Katia Siratia. Musarawana Siratia. Katia Utada. On a l'ouata. Katia Neba Katia. Il y a un contrat verbal entre le propriétaire du véhicule et moi, pour ce qui concerne la recette journalière. Certains clients se sentent frustrés, voire désabusés par les comportements et les propos discourtois des conducteurs ou des apprentis. Ce sont les apprentis chauffeurs qui nous rendent la tâche difficile. Souvent, avant même qu'on s'installe, l'apprenti fait savoir au conducteur qu'il faut démarrer. Les chauffeurs conduisent mal. Souvent, ils ne te déposent pas à la destination demandée, ce qui constitue du gâchis. Ce matin tout près, lorsque nous étions dans une Sotrama, le conducteur faisait la course avec une autre Sotrama. Une situation qui nous a beaucoup effrayés. En plus, nous sommes souvent victimes du mauvais comportement des apprentis. En réponse à ces critiques formulées à leur endroit par les passagers clients au long du trajet, Salif Diakité et ses apprentis chauffeurs ne manquent pas d'arguments. J'admets ce que la vieille femme a dit, car il y a plusieurs mauvais conducteurs. Le plus souvent, les conducteurs de Sotrama font de la course pour s'arracher des clients. Les gens se diffèrent les uns des autres de par leur comportement. Nous transportons plusieurs sortes de personnes. Certains passagers ne se comportent pas bien, mais on fait avec. Autre fait ayant retenu notre attention au cours du trajet, des incompréhensions avec l'air corollaire de tiraillement et parfois des accrochages entre passagers et apprentis chauffeurs à propos de la tarification du paiement des frais de transport.
Les Sotrama figurent parmi les moyens de transport en commun les plus sollicités et les moins chers pour la grande majorité de la population. Cependant, le secteur mérite d'être sécurisé et réglementé pour le plus grand bien de tous. Aujourd'hui, 11 mai, est une date particulière pour les amateurs de reggae à travers le monde, car marquant l'anniversaire de la mort de l'icône jamaïcain Bob Marley, mort en 1981. Pour de nombreuses personnes, cette commémoration revêt une importance particulière, notamment pour les Rastafari. Ils se reconnaissent dans le genre musical du reggae, portant ainsi l'héritage de ce héros universel qu'est Bob Marley. Cependant, un Rasta est-il forcément un reggaeman? Voilà la question à laquelle ce soir, Cheikh Oumar Kamara va nous donner des éclaircissements. Les Rastafari, également connus sous le nom des Rastaman, représentent un aspect spécifique de la culture jamaïcaine, incarné notamment par des figures telles que Feu Bob Marley, ainsi que par ceux qui ont été influencés par ce courant culturel. Au Mali, leur nombre reste inconnu, mais leur présence est palpable à travers divers signes distinctifs tels que leur coiffure, leur comportement et leurs actions. Un Rastaman, c'est l'homme qui vit dans l'humanité, de tout droit, dans la religion musulmane, chrétienne et dans la culture. On n'est pas raciste. On n'aime pas le racisme. Vous voyez, non? Le racisme ne compte pas chez nous. Tout être humain doit aimer son prochain. Tout cela vient du mot et du reggae des Rastas. Le reggae est sorti, c'est une musique qui englobe, qui donne l'image, la sécurité. Le reggae, c'est la musique à travers laquelle nous passons nos messages. Très souvent, les chanteurs reggae, ils passent nos messages. Ce sont, si je peux expliquer comme ça, ce sont nos messagers. On peut être Rasta sans être chanteur reggae. Et on peut être chanteur reggae et sans être Rasta aussi. Cependant, malgré leur attachement au reggae et à l'héritage de Bob Marley, les Rastafari et les amateurs de reggae sont souvent confrontés à la stigmatisation dans la société. En tant que Rasta woman, le message fort que je vais lancer aux Maliens, c'est de demander aux Maliens de ne pas nous voir autrement. Parce que quand ils parlent seulement du Rastafari, les gens te regardent bizarrement. Pour eux, franchement, celui-là ou celle-ci, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, qui est bizarre, si je peux dire comme ça. Nous sommes des êtres humains d'abord, et puis tout ce que nous faisons, c'est positif. Il y a de ces messages que les gens ne veulent pas dire haut, mais le Rasta peut le dire haut. Au-delà de la simple commémoration de la mort de Bob Marley, le 11 mai offre aux Rastafari une opportunité de se faire mieux connaître auprès de la population, de partager leur culture et leurs valeurs et de sensibiliser le public à leur mode de vie et à leur contribution à la société. C'est une journée où la musique, la spiritualité et la solidarité se rejoignent pour célébrer l'héritage durable d'un homme qui a transcendé les frontières et les générations, laissant derrière lui un impact indélébile sur le monde. C'est un jeu d'intérêt. Sur un tout autre sujet, les troubles visuels les plus fréquents dans nos centres de santé sont la myopie, l'hypermétropie, la cataracte, le glaucome. Traitées précocement, certaines pathologies peuvent être guéries. Sabine Keita nous en dit plus dans ce reportage. La santé oculaire constitue un défi majeur au Mali. Parmi les infections et traumatismes oculaires, la cataracte représente le taux le plus élevé, suivi du glaucome. Chez les enfants, ce sont les infections allergiques. Les infections ophtalmologiques sont responsables de plus d'une quarantaine de millions de cécités dans le monde. Et dans notre contexte au Mali, environ 1,2 million de personnes sont aveugles suite aux affections ophtalmologiques. Alors, les plus fréquentes, les affections de la surface oculaire, tout ce qui est conjonctivite, les kératites, les uveites. Et ensuite, nous avons les troubles de la vision. Et après, nous avons la cataracte
qui est une maladie de la vieillesse. Après, nous avons le glaucome, qui est une affection chronique, autrement appelée la tension des yeux. Nous avons les complications du diabète aujourd'hui. Donc, il s'agit de la rétinopathie diabétique. Les troubles de la vision sont un peu nombreux. Donc, on va dire des amétropies. Et il y a l'astigmatisme, la myopie, hypermétropie et il y a la presbytie. Pour les spécialistes, la plupart des pathologies répondent à un traitement clinique et leur traitement diffère. Oui, ces différentes pathologies se traitent. Quand on prend les affections de la surface oculaire, entre autres les conjonctivites, c'est-à-dire les inflammations de la surface oculaire, ils se traitent. Le traitement est le plus souvent asymptomatique et ça peut être étiologique en fonction de la cause. Les inflammations aussi de la cornée, donc tout ça se traite. Les inflammations intraoculaires, donc c'est des affections qui se traitent. Et après, nous avons la cataracte, donc il se traite également, dont le traitement est chirurgical. Et nous avons le glaucome, qui est une neuropathie optique chronique, il se traite. De le déceler très tôt pour mettre en place un traitement pour éviter ces complications-là. Après, il y a la rétinopathie diabétique qui est en train de surgir, qui est vraiment une complication redoutable du diabète aujourd'hui. Donc le traitement de cette affection est avant tout préventif. La myopie est née naturellement long par rapport à la normale. Et donc du coup, à la correction, ils sont corrigés par des verres négatifs. Donc le moins qu'on fait pour qu'on puisse remettre, pour qu'il puisse remettre l'image sur la rétine facilement. L'hypermétropie, c'est presque la même chose, c'est juste là, c'est un œil un peu court par rapport à la norme. Donc l'œil fournit trop d'efforts pour amener l'image sur la rétine. Donc dans ces cas, il y aura des irritations, l'œil essaie de se protéger. Tous ces amétropies sont corrigées soit par les verres, soit par les rééducations. Après son opération de la cataracte, M. Sall a perdu la vue, due à une prise en charge tardive. Aujourd'hui, cet ancien cardiologue appelle à un dépistage précoce. Je souffre de cataracte et plus glaucome. J'ai perdu l'œil gauche parce que j'ai commencé le traitement un peu tard. Il n'y a que l'œil droit qui marche. La tension est un peu stabilisée. Comme la cataracte est opérée, ça va. De consulter régulièrement l'ophtalmo, c'est très important. Aujourd'hui, un engagement constant pour la santé oculaire doit être de mise, notamment en assurant un accès équitable aux soins pour tous. L'apport de l'État s'est fait à travers la formation du personnel qualifié et l'équipement des différentes structures pour diagnostiquer d'abord ces affections et les prendre en charge. Nous avons évoqué un aspect important qui est la précocité de la prise en charge de certaines affections qui, malheureusement, s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent évoluer vers certaines complications dont la prise en charge reste encore difficile à gérer dans notre contexte par rapport au coût et même le plateau technique. Au Mali, malgré les progrès accomplis dans l'élimination de nombreuses pathologies, les défis restent nombreux. Toutefois, les acteurs de la santé oculaire restent déterminés à améliorer la vie de tous les Maliens. 4e édition de la kermesse de l'école Graines d'éveil. C'est une initiative des élèves de l'établissement dans le but de passer une journée récréative au sein de leur école. Awa Sidibé pour plus de détails. Une cour animée d'enfants de tout âge qui s'amusent au son de la musique. C'est l'atmosphère de la cour de l'école Graines d'éveil ce samedi qui a organisé sa kermesse annuelle. Une initiative des élèves de l'école soutenue par leurs encadreurs et les parents afin d'assurer la réussite de cette journée. L'édition de cette année est particulière avec la participation du Britannique militaire qui a ouvert les festivités en nous égayant de leurs plus belles mélodies. On a organisé cette kermesse parce que c'est les enfants surtout qui sont demandeurs. On a un gouvernement scolaire qui a voulu. En fait, ils ont mis des projets en place et la kermesse faisait partie des projets du gouvernement scolaire. La kermesse aussi c'était une journée porte ouverte. En fait, c'est pour faire connaître éventuellement
l'école Grain d'éveil. Pour cette journée, plusieurs jeux sont au programme pour permettre aux enfants de bien profiter et de décompresser. On a mis en place un gouvernement des élèves. Comme le gouvernement qu'on a, il y a des ministres. C'est eux-mêmes qui ont leur projet sur l'année et la kermesse fait partie des projets qu'ils ont choisis sur l'année. Ouais, ça fait plaisir de les voir s'amuser ensemble avec d'autres élèves d'autres écoles. Ils sont là avec leurs cousins et tout le monde là, c'est une bonne ambiance. Je suis le premier ministre du gouvernement inclusif de l'école Grain d'éveil. C'est bien organisé car les gens qui ne se connaissent pas peuvent se connaître grâce à cette kermesse. Ils peuvent s'amuser entre eux. On a fait le vélo, un stand de maquillage, la peinture. Plein de jeux. La 4e édition de la kermesse de l'établissement s'est déroulée sans incident grâce à la vigilance de la protection civile qui veillait sur l'événement. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.